Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement politique. On évoquera notamment la dernière sortie du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, qui a acté la fin du CNT et émis des conditions en vue d'un dialogue constructif. La réponse du RHDP, le parti au pouvoir, réaction de son porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjumani. Du côté du FPI, dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, on se prépare pour les prochaines élections législatives. Et pour terminer, nos spécialistes et analystes commenteront l'investiture prévue pour demain lundi du président de la République, Alassane Ouattara. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, les inconditionnels Antoine Assalé-Tiemoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné, Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général des professionnels de la presse privée Synapsi, Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste, Naounou Daleba, porte-parole des web activistes pour la paix et la cohésion sociale, et Franck Etienne, journaliste. Merci à vous, chers invités, chers confrères, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de cette émission NCI 360 qui a 1 an aujourd'hui, tout comme la chaîne qui a commencé à émettre le 12 décembre 2019, moment historique. Nous serons rejoints en plateau par Ange Guéhi, directeur général du NCI, Cheikh Ivan, directeur des programmes de la chaîne, et Pierre Di-Pomelin, chef d'édition à la direction de l'information. Tout d'abord, pour la première partie, parlons de cette dernière sortie du président du PDCI-RDA, doyen d'âge de l'opposition politique, Henri Konan Bédié, qui a acté la fin du CNT et émis des conditions en vue d'un dialogue constructif. Aussitôt, le RHDP a réagi par la voix de son porte-parole, Kobenan Kwasi Adjumani, un sujet de Pierre Di-Pomelin. 40 jours après la présidentielle ivoirienne, le climat socio-politique demeure dans une situation d'accalmie après la vague de violence en marge du scrutin. Entre-temps, plusieurs faits marquants, censés décrisper le paysage, ont été enregistrés. Le tête-à-tête Ouattara-Bédié pour, dit-on, briser le mur de glace, la levée du blocus autour des résidences d'anciens membres du CNT, Conseil national de transition, et la remise des passeports de l'ancien président Laurent Gbagbo, ainsi que son probable retour imminent dans le pays. Autant de signes rassurants pour la grande majorité des Ivoiriens qui ne demandent qu'à vivre en paix. En attendant l'investiture du président Ouattara, le président du PDCI et doyen d'âge de l'opposition ivoirienne donne de la voix. Dans une déclaration faite ce mercredi, Henri Konan Bédié annonce la fin du CNT et propose un dialogue national pour résoudre les tensions nées de la présidentielle. Il annonce par ailleurs des marches dites pacifiques pour continuer la contestation. Je propose dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l'enjeu en cause, c'est celui de la Côte d'Ivoire rassemblée. La lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propre à une opposition responsable et constructive. Suite à cette sortie du président Bédié, la réaction du parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ne s'est pas fait attendre. Face à la presse jeudi, son porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjumani, a dénoncé cette sortie d'Henri Konan Bédié qu'il qualifie de provocatrice. Il ressort clairement que le président du PDCI-RDA n'a pas encore pris conscience qu'il a perdu le pouvoir d'État depuis 1999 et que seule une autorité investie d'un mandat national
a pouvoir de s'adresser à la nation. Le RHDP dénonce, dans la forme comme dans le fond, cette déclaration qui est en réalité un aveu d'échec, mais pire, qui laisse transparaître un déficit de civisme et une irresponsabilité criarde d'une partie de la classe politique nationale. Le RHDP condamne sans réserve l'obstination du président du PDCRDA à vouloir coûte que coûte conduire le pays dans le chaos. Réélu à plus de 94%, le président Alassane Ouattara sera investi officiellement ce lundi 14 décembre 2020. Selon plusieurs sources, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à cette cérémonie prévue pour se tenir au palais présidentiel d'Abidjan. Monsieur, on a entendu Henri Konan Bédié cette semaine. On avait l'impression de voir un homme politique souffler en même temps le chaud et le froid. Comment vous avez accueilli cette déclaration? Comment vous avez réagi, Yong Bato? Je pense que le président Bédié, il a dit en accord avec toute l'opposition, pose un acte justement dans le sens de favoriser le dialogue national attendu de tous. Parce qu'on voyait bien que les choses n'évoluaient pas. Selon plusieurs sources, l'exécutif souhaitait officiellement la fin du CNT, qui le mettrait à l'aise pour discuter. Je crois que c'est ce que le président Bédié a fait maintenant. Mais en même temps, il a tenu à rappeler qu'il faut un dialogue inclusif qui va au-delà du tête-à-tête Bédié-Ouattara, étant entendu que la crise, elle est profonde, elle est solidement ancrée et que beaucoup de sujets doivent être discutés justement pour que, enfin, notre pays retrouve la stabilité et une vie démocratique normale. Donc je pense que c'était une adresse attendue et je trouve que, contrairement à ce que a dit M. Adjoumani, on y reviendra. Mais je pense que c'est une déclaration qui vaut son pesant d'or et qui devrait, de mon point de vue, permettre, juste après l'investiture du président de la République, ouvrir des perspectives pour des vrais débats sur les vraies questions. Mais contrairement à ce que vous dites après l'investiture du président de la République, Henri Konan Bédié, dans cette déclaration, souhaite que l'élection présidentielle du 31 octobre soit reprise. Oui, mais à supposer même que les élections soient reprises, elles ne seront pas faites demain. Donc, ce qui veut dire que le président Bédié acte le fait que le président Ouattara est là. Ah non, il semble dire qu'il ne reconnaît pas sa légitimité. Oui, mais je veux dire, lui, il parle maintenant d'opposition responsable. Il demande que lui et ses camarades d'opposition choisissent les formes démocratiques autres que l'adoption civile particulièrement qu'il avait annoncée. Ce qui veut dire que dans l'esprit du président Bédié, dans les jours qui viennent, c'est-à-dire demain, il y aura l'investiture du président Ouattara, mais après, les discussions doivent commencer et ce sera avec le président Ouattara. Je ne crois pas que, même s'il souhaite que les élections soient reprises, que cela puisse se faire demain. Assalé? Bon, je pense que j'ai écouté la déclaration du président Bédié. Je pense que c'est une progression, c'est une évolution dans la conception de la réalité sur le terrain. Je le dis toujours, on ne peut pas faire de la politique en dehors des réalités. Au départ, c'était le CNT, c'était l'élection n'aura pas lieu, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que ça ne se passe pas. Aujourd'hui, il appelle à un dialogue national et en même temps, il dit que l'élection est légitime, il faut la reprendre, il faut une nouvelle constitution plus consensuelle, et tout ça. Bon, je ne sais pas si toutes ces demandes, qui ne sont pas nouvelles en réalité, parce que c'est une autre sorte de reconversion de toutes les revendications du CNT qui ont été maintenant remises sur le tableau avec de nouvelles expressions. Rien n'a changé dans les faits. Il appelle à un dialogue national, ce n'est plus un dialogue tête-à-tête avec le président Ouattara. Il demande de nouvelles élections. En même temps, demain, l'investiture va se faire. Est-ce que ces élections vont se refaire? Tout ça, ça provoque beaucoup d'interrogations. En même temps, il demande aussi, on oublie de le dire, le report des élections législatives. Donc il y a beaucoup de revendications en plus. Le dialogue national qui demande, ça va se faire sur quelle période? Est-ce que c'est une transition qu'on met en place pour faire ce dialogue national ou bien il y a des institutions qui sont déjà installées?
il y a beaucoup de questions que cela soulève. Donc je pense qu'il faut que l'opposition incarnée représentée par le président Bédié sache ce qu'elle veut en réalité. Ou bien on continue dans la même politique qui était qu'on ne reconnaît pas tout ce qui se passe et par conséquent on continue d'assumer le CNT, ou bien on renonce au CNT et on ne remet pas sur la place les mêmes revendications. Et donc, si demain, 14, l'investiture a eu lieu, ça veut dire qu'il y a un président qui est installé, même quand il dit que c'est 8% seulement des Ivoiriens qui ont participé à l'élection, il n'empêche qu'il y a un fait qui est là, demain il prête serment, et s'il doit y avoir discussion, c'est en tant que président de la République qui va le faire. Bon, M. Bédié semble dire qu'il est chef d'État, mais qu'il n'est pas président de la République. Donc, toutes ces petites phrases-là, je veux dire, sur le terrain, n'ont aucun impact sur la vie des Ivoiriens. Si on entre encore dans des schémas de dialogue, de palabres politiciennes alors qu'on sort d'une élection, ça veut dire que les problèmes des Ivoiriens vont être encore repoussés à demain et on ne parlera jamais des Ivoiriens. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne maintenant aux problèmes des Ivoiriens. Il y a des élections législatives qui arrivent, qu'il faut que les partis politiques se mettent à préparer et aller maintenant à mettre des représentants qui vont venir parler des Ivoiriens au Parlement. Donc tout ça là doit se reconstruire, à mon avis. Franck Etienne? Oui, moi je pense, après avoir écouté le président Bédié, je ne crois pas que ce soit effectivement la dissolution ou l'abandon de l'idée de CNT. Parce qu'on ne peut pas abandonner, je veux dire, le CNT, on abandonne le vase et on garde le contenu. Voilà, parce qu'on abandonne le CNT, mais le dialogue national reprend quasiment tous les préalables du CNT. Moi, je pense que c'est un discours plutôt de légitimation du CNT. Parce que vous savez, le CNT, dans sa forme originelle, n'était ni légal ni légitime. Pas légal parce qu'elle n'avait aucun fondement, je vais dire, constitutionnel. Pas légitime parce qu'elle est intervenue, enfin, il est intervenu, le CNT, il est intervenu après l'élection, à laquelle n'ont pas participé les principaux responsables du CNT. Donc, ils n'étaient pas légitimement fondés pour contester une élection à laquelle ils n'ont pas pris part. Et donc, aujourd'hui, en parlant de dialogue, je veux dire national, c'est une façon plus embellie d'appeler le CNT pour que, je veux dire, aux yeux de la communauté nationale et internationale, il y ait une certaine légitimité à aller à la table de négociation. Mais on va à cette table de négociation avec tous les anciens préalables. Je me demande comment cette négociation pourra avancer. Surtout que, comme l'a rappelé Assalé, demain, le président de la République prête serment. Est-ce qu'on remet tout à zéro après, quand on va en discussion, ou bien il va en discussion, bon, heureusement ou malheureusement, dans le discours du président de la République, il ne parle même pas de reprise des élections. Il a dit de nouvelles élections. Donc on ne sait pas si c'est une reprise des élections qui sont déjà déroulées, ou alors ça concerne, enfin les réformes vont concerner les élections législatives ou les élections de 2025. Donc là encore, il y a beaucoup de choses à préciser de la part d'Henri Konan Bédié. Et surtout, il faut que le président Bédié précise aussi les délais de mise en œuvre vraiment de toute cette machine-là. Céline Kenda? Franck Etienne, je m'excuse, on ne peut pas légitimer ce qui n'a jamais existé. Le CNT n'a jamais existé. Hein, le président Bédié, il le sait, le CNT n'a jamais existé. Il faut laisser dans le passé ce qui est passé. Nous sommes dans une autre phase. Le président Bédié reconnaît que ce n'était pas une bonne chose, la démarche que l'opposition utilisait. Aujourd'hui, il demande que l'opposition soit responsable et qu'il fasse des propositions constructives. Le président Bédié appelle à un dialogue national. Le dialogue n'a jamais été rompu. Vous avez vu que depuis janvier, il y a eu avec l'ancien Premier ministre Amadou Gon, il y a eu des rencontres avec l'opposition. Et dans une république, ce qui est important, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général vient d'un consensus. Et le consensus est patrimonial. C'est comme ça qu'on construit la nation. Donc, ce que le président Bédié fait, c'est un baroud d'honneur. Le président Bédié sait qu'il a perdu avec l'opposition. Et aujourd'hui, il appelle à un dialogue. Le dialogue n'a jamais été rompu. Même avant les élections, l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko
le président lui avait demandé de rencontrer l'opposition. Et on a même demandé à cette opposition d'aller aux élections. Et tu fais bien de rappeler qu'ils ne sont pas là à une élection, ils n'ont pas la légitimité de revendiquer quoi que ce soit. Mais seulement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut donc s'accrocher à ce que le président Bédié a dit, une opposition responsable. Parce que la prise de parole doit être responsable, mais, même si elle est courageuse, mais elle doit être responsable. Et à tous les niveaux de la société, quand on mène une activité, la première des choses, c'est la responsabilité que l'on a quand on prend la parole. Et vous savez qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc la parole est importante parce que tout part... Merci, pasteur. Tout part des idées. Et quand les idées sont bien en place, on ne peut jamais échouer. Donc cette opposition a échoué parce que la stratégie n'était pas bonne, parce que les idées n'étaient pas bonnes. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de reconnaître, de constater avec le président Bédié qu'il constate que tout ce que l'opposition avait fait n'était pas sur de bonnes idées. Et aujourd'hui, il propose que cette opposition soit responsable, qu'elle propose des idées constructives. Très bien. Naounou Daleba, comment vous réagissez à cette sortie du président Bédié? Merci Ali, et je voudrais souhaiter joyeux anniversaire. Ah merci beaucoup. Merci. Chez nous, M. Adi Diarra. Lui aussi. Il est là, il représente la chaîne. Très bien, merci Le contenant pour le Merci beaucoup. Et je voudrais, moi, pas situer le contexte. Je voudrais situer le contexte. Qu'on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2020. Absolument. Et qu'il y a un passé. Il y a l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Vous faites un lien entre le passé et ce discours du président Bédié? C'est une suite logique. D'accord, dites-nous. Certains diront que le président Bédié a prononcé, il a mis fin. Le CNT est un fait qui rentre dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un certain moment, le président Bédié a discuté avec le président Ouattara, après 87 morts. C'était 11 novembre. Personne ne savait sur quelle base les deux sont croisés. Donc, il y a une suite logique. Et je pense que, après ce qu'on a comme information, c'est la continuité de cette discussion qui est née le 11 novembre, qui continue. Il y avait des préalables, il fallait de façon officielle acter le CNT. Parce que quand on dit ça n'existe pas, alors que les gens liaient tout ce qui s'est passé à la désobéissance civile et à la naissance du CNT, tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est une suite logique de la première interview. Mais en même temps, je remets ça parce qu'on revient en 2000. En 2000, quand il y a eu élection, le RDN n'a pas participé à l'élection. Tout le monde a dit, Gbagbo a prêté serment, c'était fini. On est entré dans un dialogue pendant que les gens contestaient. Mais après 2 ans, nous sommes retombés dans les travers. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une logique, certains l'ont dit, d'une continuité de la politique qui avait commencé en 2020. Donc, ne voyons pas comme si c'était une perte pour l'opposition, mais je considère que l'opposition, une défaite, l'opposition reconnaît qu'il y a une phase, il y a une suite et il faut aller. Parce que quel que soit Alpha, c'est à deux on discute. Il y a un adversaire, en face il faut discuter avec l'adversaire. Et ils font droit aux requêtes de ceux qui sont en face et ils posent leurs conditions. La suite nous dira si chacun a... Très bien. Alafé Ouakili? Vous voyez que les avis restent divergents, mais tout le monde semble s'entendre sur le fait que la déclaration du président Bédié n'a pas résolu la crise et elle a peut-être compliqué la situation. Pour moi, à l'issue de cette réunion qui a été convoquée pour voir comment relancer le dialogue, comment créer les conditions pour passer à la pré-CNT, je pense qu'il était possible que les résolutions prises, le président Bédié, fort de cela, demande un rendez-vous à son jeune frère. Parce que le dialogue, le tête-à-tête Ouattara-Bédié fait partie du dialogue national. Il n'est pas en dehors du dialogue national. Le dialogue national qu'il appelle de ses voeux ne peut pas se faire en l'opposant au tête-à-tête Ouattara-Bédié. C'est un moment du dialogue national. C'était le début. À partir du 11 novembre, ça peut être poursuivi. Et c'est ensemble qu'ils peuvent construire avec les autres acteurs le grand moment du dialogue ouvert à tous. Mais c'est un moment du dialogue national où il aurait pu aller le voir avec les résolutions pour dire Président, jeune frère, Monsieur le Président de la République, parce qu'il faut y arriver, il faut prendre acte de ce fait. On vient de faire une réunion, voici ce que l'opposition souhaite. Comme ça, à deux, bon, écoute, ça on ne peut pas, mais essayons d'élargir. Oui, comme tu as dit, on va appeler le FPI, on va appeler Pascal Affingué Samb, on va voir comment on règle les questions de justice. Ils peuvent
trouver un accord. Puisqu'on veut la paix, il ne faut pas se fermer des voies pour arriver à la paix. Et cette option n'ayant pas été choisie, le président Bédié est venu faire une déclaration unilatérale. On a vu ce que ça a donné. Le RHDP a réagi. Lui n'a pas apprécié, mais autant le président Bédié aurait pu faire l'économie de sa déclaration, je pense que dans la même veine, le RHDP n'aurait pas réagi. Bon, c'est ce qu'on peut déplorer pour dire qu'une déclaration qui était censée aider à passer à une autre étape, à un dialogue plus élargi, à prononcer la fin du CNT, finalement, ne nous aura pas fait avancer parce qu'elle nous ramène à une situation du 1er novembre, du 31 octobre, du 1er novembre, avec les mêmes revendications. On est pratiquement au même point de départ 40 jours après, et c'est dommage. C'est cela. Dans une analyse que vous avez faite antérieurement à cette émission, vous sembliez indiquer que vous regrettiez le fait que le président Bédié n'ait pas mis sur la table la question de la justice, en raison justement, suite à la mort de plus de 87 personnes. Oui, justement, oui, dans cette déclaration, nulle part il y a eu une exigence, une requête de justice. Nulle part. Il demande qu'on libère les gens, il rend hommage aux victimes, mais nulle part il ne demande la justice pour les victimes. Il ne demande l'application de la justice pour les coupables. Même s'il estime que dans son camp, il n'y a aucun coupable, son devoir en tant qu'acteur politique majeur est d'exiger la justice, la fin de l'impunité pour les coupables présumés qui seraient de l'autre camp, à supposer qu'il n'y en ait pas dans son camp. Mais on a l'impression que, parce qu'il veut l'impunité pour son camp, il ne veut même pas qu'on poursuive les coupables d'ailleurs, et puis bon, on laisse tomber tout. Et puis, c'est toujours comme ça, l'impunité politique dans ce pays depuis plusieurs années. Moi, j'ai mis aux pauses, mais je constate qu'on finira par y arriver au nom de ce dialogue national, au nom de cette réconciliation. Comme il dit, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2020. Ce pays a toujours fonctionné comme ça et on n'y échappera pas. Et on va préparer le lit de prochaines violences. Et ça, il faut le dire. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais tant qu'on va cautionner l'impunité politique de part et d'autre, quel que soit le statut de ceux qui le commettent, on n'aura pas de paix durable et définitive. Et je vais citer, et je le fais souvent, le professeur Mamadou Koulibaly, qui déplore que nous soyons dans une société à irresponsabilité illimitée. Une société à irresponsabilité collective illimitée. Et ça, il faut le dénoncer. Très bien. Oui, Guillaume. Oui. Bon, sur la question, déjà, elle a fait connaître mon point de vue. Et je suis content que M. Daliba ait rappelé que la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2020. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut... on a essayé en 2001 à le Forum de la question nationale, on n'a pas eu les résultats escomptés, puisqu'un an après, il y a eu la rébellion. C'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, après avoir connu tout ça, il est absolument nécessaire qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce qu'on voit une crise au long cours. De partir sur de nouvelles bases, oui, concrètement, ça veut dire quoi? Le président Bédié, par exemple, fait une proposition. Il nous faut une nouvelle constitution. Il est clair que la constitution de 2016 pose problème. Mais déjà, pour en arriver à une nouvelle constitution, il faut vider les contentieux liés... Et le dialogue doit servir de cadre pour vider, d'abord identifier les problèmes les plus importants et trouver des solutions. Parce que quand on a été, j'allais dire, complaisant hier avec un tel, et que ce un tel vient aujourd'hui demander le fouet pour les autres, ça pose problème, ne serait-ce qu'au point de vue moral et éthique. Vous ne pouvez pas avoir utilisé la violence pendant des années pour occuper les fonctions que vous occupez aujourd'hui, et aujourd'hui, parce que la situation est en votre faveur, vous avez la puissance publique avec vous, dire aux autres, ah oui, mais il faut maintenant que tout devienne rose comme par exemple. Non. Honnêtement, il faut qu'on remette tout à plat. Sur la Constitution, sur les conditions d'éligibilité, sur le découpage électoral, sur la Commission électorale indépendante. La Commission électorale a subi beaucoup de réformes depuis sa création en 2001. Au départ, il y avait tout le monde. Après, il y a eu les mouvements rebelles. Après, il y a eu beaucoup de choses. Il faut repartir. On a une expérience de pratiquement 20 ans de la Commission électorale. Il faut en tirer les conclusions. Il faut voir les rapports des partis politiques avec les affaires publiques. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce dialogue-là, c'est pour ça que pour moi, il va être le début, il doit être le début d'une reconstruction de notre pays sur la base des institutions, des rapports avec les populations, tout ça. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de ce débat et faire comme si de rien n'était, dire bon, avançons, avançons. Mais c'est ça
et M. Dalba a bien fait de le rappeler. Il ne faut pas croire que quand le président Ouattara sera investi demain, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont finis. Bien au contraire, les problèmes de la Côte d'Ivoire, en tout cas, vont commencer, pas commencer, mais sont encore sur la table. Et le président Ouattara, sa responsabilité, quand il sera investi, c'est de remettre ça sur la table et d'accepter un vrai débat sincère et ouvert. Antoine Assalé Timoko. Bien, sur la Constitution, moi, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait besoin de créer une nouvelle Constitution. Moi, je crois. Moi, le constat que je fais, c'est que c'est l'interprétation des conditions d'éligibilité en Côte d'Ivoire qui pose toujours problème. La Constitution de 2016 était censée nous sortir de tout ça. En 2020, on en est arrivé encore à une guerre d'interprétation qui a abouti au fait que l'opposition n'aille pas aux élections. C'est cet article-là seul qui continue de poser problème depuis 1995 jusqu'à maintenant. Donc, s'il y a une modification, le président Ouattara l'a... Depuis 90. Voilà, 90. Ah oui. Le président Ouattara il a acté le principe qu'il va falloir modifier cet article-là encore pour qu'il soit plus clair. Pour que, enfin, Je pense qu'il est plus favorable au retour de la limitation d'âge. Justement, c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très clair et que ça ne soit pas soumis à interprétation. Quand la notion de consensus, quand le président Bédié l'utilise, moi, ça m'agrée parce que j'estime que c'est les Ivoiriens qui doivent doter leur pays d'une constitution qu'eux-mêmes comprennent, notamment sur les conditions d'éligibilité. Si ce contentieux n'est pas vidé, si on continue à interpréter de part et d'autre une constitution en notre faveur, on ne s'en sortira pas. Donc, sur la constitution, voilà ce que je voulais dire. Mais au-delà de ça, c'est que, je crois que c'est Einstein qui a dit que répéter toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent, c'est faire preuve de folie. Parce que on ne s'en sort pas finalement. Si on ne tire pas les conséquences des actes qu'on a posés et pour lesquels on peut dire qu'il y a eu échec. Quand je dis le PDCI n'a pas la culture de l'opposition, c'est un fait. Quand vous prenez l'UDPCI, son camp politique se résume à l'ouest montagneux. C'est un fait. Quand vous prenez le RHDP avec pour épicentre le RDR qui est au cœur de ce parti-là, ils se retrouvent tous, je dis, ils se retrouvent originellement au nord du pays. Dans les centres urbains. Et dans les lieux, dans les villes, dans les zones urbaines, d'accord? Quand on prend le FPI, il y a une grande partie qui se reconnaît à l'ouest, et puis après, vous avez dans la région de la Yébi-Tiassa. Pardon, effectivement. Et donc, cette régionalisation... Le FPI dirige le Moronou, vous n'en avez pas parlé? Comment? Le FPI dirige le Moronou. Justement, ce que je veux dire, mais c'est par rapport à l'Afrique Guessant. Parce que quand vous prenez la cartographie des villes où il y a eu des affrontements en Côte d'Ivoire par rapport à la crise récente, là, quand vous prenez la cartographie, vous voyez que c'est dans les zones où le PDCI est très fortement implanté qu'il y a eu, entre guillemets, le feu, et que c'est à Bongouanou ou à Finguissan originaire qu'il y a eu cette zone. Mais quand vous prenez tout l'ouest montagneux, c'est des gens qui ont été tellement traumatisés par ce qui s'est passé depuis 2002 jusqu'en 2010 que finalement, on a senti une sorte de décrochage par rapport à tout ce qui s'est passé. Quand vous prenez Abidjan, vous voyez qu'Abidjan n'a pas bougé parce que les gens ont vécu la crise post-électorale ici. Ils savent de quoi il s'agit. Et donc quand on est politicien, qu'on lance un mouvement de boycott actif et d'appel à la désobéissance, on voit que ça ne sème que dans des endroits précis, on se pose des questions. On se demande, est-ce que les Ivoiriens nous écoutent encore? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas passés à autre chose? Quand on prend l'opposition dans sa globalité, elle n'est pas crédible par la composition des éléments qui sont dans cette opposition. Il n'y a que Laurent Gbagbo seul qui est crédible dans cette opposition. Oui, je le dis, je l'assume. Mais c'est clair. C'est extraordinaire. C'est un autre débat. Vous terminez rapidement. Quand on prend l'opposition aujourd'hui... Quels sont les critères de crédibilité? Non, laissez-moi finir. M. Gbagbo Laurent, il est président du FPI, même s'il y a une branche... Une des branches fondateurs du FPI. Fondateur du FPI, peut-être, oui. Bon, d'accord, c'est un débat très constant. Le président du je veux dire, il est crédible. Pourquoi? Parce qu'il est resté constant dans son combat politique. D'accord? Quand on prend M. Bédié, il est parti du RHDP à combien de mois? 2 ans. Il y a à peine 2 ans. Il est co-auteur de la gouvernance du RHDP. Quand on prend Maboutou Akers, il est parti il y a à peine 6 mois du RHDP. Quelle crédibilité Maboutou Akers peut avoir à appeler les Ivoiriens à aller combattre Ouattara? Où est la crédibilité? Voilà le fait. Mais si Laurent Gbagbo parle, il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent dans ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crédibilité. Donc cette opposition ne peut pas porter les aspirations des Ivoiriens avec sa composition actuelle. Donc comme je peux dire maintenant qu'il renonce à une forme de contestation et qu'il appelle maintenant des formes plus démocratiques
des marches pacifiques à travers tout le pays. Mais c'est le même lexique par rapport au CNT. C'est le même boycott actif qu'on convertit maintenant à des marches à travers tout le pays. Très bien. Ça ne marchera pas. Très bien. Franck Etienne. Moi, je voulais d'abord revenir sur ce que Aristide a dit tout à l'heure concernant le dialogue qui n'a pas été rompu. Je l'entends souvent le dire. Mais vous savez, un dialogue, surtout un dialogue politique, il faut respecter souvent ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Mais quand M. Ouattara était dans l'opposition, les autres qui étaient au pouvoir discutaient avec lui. Ils n'envoyaient pas leur ministre. Ils n'envoyaient pas des DG, ils n'envoyaient pas des premiers ministres. Ils discutaient directement avec lui. Vous faites allusion à quel... Non, je veux dire... À quel événement particulièrement? Mais tous les accords... Tous les accords, les 11... Non, moi, je ne parle pas de ça, je veux parler de... Non, tout à l'heure, quand Aristide parlait, il a dit que le dialogue n'a jamais été rompu avec l'opposition et qu'aujourd'hui, c'est parce que l'opposition sent qu'elle a échoué et qu'elle dilue son langage. Un langage que moi, je soutiens d'ailleurs qu'elle n'a pas dilué. Voilà, elle a juste peut-être déplacé 2 ou 3 mots, voilà, pour ne pas chose. Mais et moi, ce que je dis... Ce que vous étiez en train de dire, c'est de dire que l'un des freins au dialogue... L'un des freins au dialogue... C'est le manque de parallélisme de forme, c'est ça? Le manque de parallélisme de forme, la forme des dialogues, ça compte. Ça compte beaucoup. Parce que le président Ouattara est dans son coin. Il attend que ce soit son ministre de l'Intérieur qui invite les gens. Il attend que ce soit son premier ministre. Mais il lui faut aller au front. Il lui faut aller lui-même discuter avec les gens. Discuter avec son frère, discuter avec Afin Guessan, au même titre, parce qu'ils sont tous présidents de partis politiques. Une forme de dialogue qui vient d'être récusée, justement. Laquelle? Ce tête-à-tête. Oui, mais un tête-à-tête qui excluait d'autres présidents de partis. Il faut commencer à deux pour l'élargir. Qui a eu lieu quand d'autres présidents de partis étaient en exil ou en prison. Ils étaient 4. C'était bien. On nous dit maintenant les tête-à-tête sont mauvais, il faut dialogue national. Or, vous donnez l'exemple de ces tête-à-tête. Non, je dis simplement que le dialogue, quand il dit le dialogue n'a pas été rompu, n'a jamais été rompu, je dis non. Parce qu'il faut respecter les formes de dialogue. Quand lui était dans l'opposition, c'est des présidents, les autres présidents le recevaient et puis ils discutaient. Et donc, il faut créer ce genre de cadre-là aussi. Ça, c'est un. Ensuite, vous êtes venu tout à l'heure sur la Constitution. Pour moi, je l'ai toujours dit, et j'ai eu un débat là-dessus avec le DG Alafé, l'interprétation de la Constitution, ce n'est pas ça mon problème. C'est l'esprit. C'est l'esprit de la Constitution qu'il faut respecter. Quand on décide d'aller écrire dans une Constitution... L'interprétation dépend aussi de l'esprit. Je m'explique. Quand on décide d'aller écrire dans une Constitution, nous deux, on décide que désormais, on ne fait plus 3 mandats. On ne fait que 2 mandats. Mais quand on écrit, on peut se tromper peut-être dans les mots. Dans le choix des mots, on peut se tromper. Il peut y avoir peut-être des concours de circonstances. Mais notre esprit de préserver, de maintenir 1 ou 2 mandats, ça reste. Ça reste. Surtout qu'on le défend publiquement. Ça reste. Ça veut dire que quand le président accepte qu'on écrive 2 mandats, limitation des mandats en 2016, mais il en a pleinement conscience. Il sait très bien qu'il va faire un, après il va faire un 2e, et puis il va faire un 3e. Mais après de dire, bon, comme on a fait une nouvelle constitution, je peux me représenter tout ça. Je donne toujours l'exemple. Alors ce débat-là, on l'a dépassé, Franck Etienne, vous êtes bien d'accord? Non, mais malheureusement, on a posé le débat de la constitution. Donc c'est un exemple. C'est cela, mais on n'a pas beaucoup de temps pour le refaire. C'est une illustration juste que je prends. Très bien. Je veux dire, notre constitution peut être mal écrite, mais l'esprit avec lequel on va pour l'écrit n'est pas mauvais forcément. C'est entendu. Mais c'est l'esprit, les Ivoiriens ne le connaissent pas. D'accord. Aristide? Oui. Il n'y a pas eu campagne, hein? Non, il n'y a pas eu campagne. Tiens, il ne faut pas qu'on tergiverse. Hein? Excuse-moi d'utiliser ce terme. Il ne faut pas qu'on tergiverse. La démocratie libérale a ses normes. La démocratie libérale, c'est le pluralisme, le vote. Est-ce que tu vois? Donc... L'alternance aussi. Oui. Quand tu parles de dialogue... La limitation des mandats aussi. Non, laisse-moi voilà, parler. On le laisse terminer. Vous avez eu votre temps de parole, laissez-le terminer. Terminez, Aristide. La démocratie libérale a ses règles. C'est le pluralisme, le vote, ainsi de suite. Le dialogue politique, parallélisme de forme, tout ça, c'est des contours qui ne servent pas la nation, qui ne servent pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens attendent des hommes politiques qui viennent leur proposer des programmes, des offres politiques pour leur sortir de là où ils sont, pour les amener dans des conditions meilleures.
le bien-être, la recherche du bien-être. Donc, le dialogue n'a jamais été rompu. Ce n'est pas parce qu'on ne discute pas avec tout le monde qu'on ne discute pas. Maintenant, pour revenir sur les interprétations, je pense que quand on est dans un pays, dans une république, il faut faire confiance aux institutions parce que c'est consensuel. C'est parce que c'est consensuel que c'est patrimonial. J'insiste. Et quand c'est patrimonial, on construit la nation. Donc ce n'est pas nous qui interprétons les lois de la République. Il y a des institutions qui sont là pour le faire. Et quand ces institutions donnent des décisions, il faut qu'on les respecte. À partir de ce moment, on s'inscrit dans une dynamique responsable. Ce n'est pas nous qui devons interpréter les lois tout le temps. On peut donner notre point de vue, mais je pense que commençons nous-mêmes par respecter les institutions que nous mettons en place. Oui, nous-mêmes. Très bien. Alors, Kobena Kwasi Adjoumani, vous l'avez entendu dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure, a réagi à cette déclaration d'Henri Konan Bédié. Il estime que c'est une déclaration de trop. Comment vous réagissez dans nos débats? Malheureusement, tout ce thème, excuse-moi, se déroule après 87 morts. Vous voyez, tout à l'heure, on revenait sur le tête-à-tête entre le président Ouattara et le président Bédié. Et au sortir de ce tête-à-tête, les Ivoiriens espéraient que les choses allaient s'améliorer. Et on rentre encore dans un débat de ping-pong où l'un répond à l'autre et on se rend compte que la rencontre du 11 novembre n'a pas servi. Et ne servent pas parce que quand le président Bédié pose des conditions, je pense que c'est après concertation avec l'opposition. Quand le ministre Adjoumani répond, c'est dans le cadre du RHDP. Et donc, on se retrouve encore peut-être dans une autre configuration sur le terrain de l'affrontement et de la suite de ce que nous a créé cette élection. Donc, pour ma part, ça ne sert à rien d'entrer dans ces invectives. Ça ne sert à rien. Parce que le pays doit avancer. Et la Côte d'Ivoire doit avancer. Et il faut aller sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai, et ce qui est vrai, c'est le dialogue. Aujourd'hui, il faut s'asseoir pour parler des problèmes. Pas des réponses, comme on peut le dire, à travers des conférences de presse. Il faut se mettre en tête que quelque chose s'est brisé. Comme hier, il faut s'asseoir, il faut poser des vrais pas et aller à un dialogue. Donc la réponse de M. Adjoumani, c'est une réponse politique, dans un cadre politique, mais qui ne sert pas les Ivoiriens. Pour moi, ça ne sert pas les Ivoiriens. Et ça ne fait que nous donner le sentiment que nous sommes encore dans l'affrontement, que dans la suite logique de l'affrontement. Guillaume? Oui, bon, moi j'ai un problème avec le ministre Adjoumani parce que moi je ne l'ai jamais pris au sérieux. Oui, parce que je ne sais pas ce qu'il aurait souhaité que le président Bédié dise. À moins qu'il aurait souhaité que le président Bédié fasse écrire ses discours par lui-même. Puisqu'il n'y a pas longtemps, bon, on parlait de crédibilité. Pas longtemps, lui aussi, il était au PDCI, je ne sais pas s'il est crédible. Mais je veux dire une chose. Au sortir de cette crise, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire comme s'il n'y a rien. Quand il dit c'est de la provocation. Mais une opposition, qu'est-ce que M. Adjoumani veut? Quand lui, il était dans l'opposition, au PDCI, mais on connaît on a ses discours. Et je ne suis même pas sûr que ce que le président Bédié a dit est plus virulent que ces discours qu'il tenait à l'Assemblée nationale quand il était dans le groupe parlementaire PDCI. Il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'il veut? Pour répondre un peu ce qu'a dit mon frère Daléba. Qu'on s'affronte? Je pense qu'aujourd'hui... Non, il estime que le président Ouattara a tendu la main, que le président Bédié devrait la saisir pour approfondir le dialogue. C'est le président Ouattara qui doit régler les problèmes. Il ne faut pas faire semblant comme cette vieille classe politique, de faire comme s'il n'y a pas de problème. Non, que comme le président Ouattara a tendu la main, mais il doit continuer de tendre la main, justement. Il doit l'encourager. Parce que c'est eux qui ont la charge de la gestion du pays. Et si le pays dérape, ce serait d'abord en priorité leur responsabilité et non celle de l'opposition. Donc, je pense que quand on est au pouvoir, quand on a la responsabilité de gérer un pays, il y a un discours qui va avec. On ne peut pas être en même temps au pouvoir et avoir un discours de l'opposition. Je suis désolé pour le Premier ministre Adjoumani. Moi, je constate que cette réaction me fait avoir l'impression que le RHDP a du mal peut-être à se remettre de la rupture avec le président Bédié et le PDCI. Et je le dis pas pour rire, mais je le dis pour demander au RHDP de prendre acte de ce que peut-être Assalé Tiemoko a dit et de considérer que l'opposition crédible, c'est Laurent Gbagbo. Depuis 2010-2011, lui, il dit qu'il ne fait rien avec Alassane Ouattara.
Bon, vous avez eu le soutien de Bédié pour isoler Laurent Gbagbo et le FPI. Aujourd'hui, Bédié vous quitte. Il est devenu opposant. Mais il faut travailler avec l'opposant historique. Lui, il est toujours opposant. Lui, il ne veut rien faire avec vous. C'est lui qui est sérieux. Travaillez avec lui au lieu de quelqu'un qui dialogue. Aujourd'hui, il fait tête à tête. Demain, il suspend le tête à tête. Après, il dit le tête à tête ne sert à rien. Et il veut un dialogue national élargi. Alors que Laurent Gbagbo, lui, il a besoin des tête à tête avec Ouattara. Ils ont besoin de se parler. Il faut que le RHDP accepte de parler à Laurent Gbagbo, au FPI. Ils ne sont pas demandeurs, mais je pense qu'ils ne vont pas le refuser. C'est ce que le RHDP doit faire au lieu de chercher à répondre au président Bédié. Aristide ? Oui, Guillaume Bateau, je voulais simplement dire que le champ politique est un champ de rivalité de pouvoir. Ce n'est pas un champ où on vient pour dialoguer tout le temps. On vient pour apporter ses arguments, on fait une offre politique et on va aux élections. C'est aux élections qu'on acquiert la légitimité. Ce que l'opposition doit faire en ce moment, c'est de s'organiser. Peut-être qu'on va revenir là-dessus pour les prochaines législatives. Sinon, il faut laisser dans le passé ce qui est passé. Ce que le président Bédié fait, j'insiste, c'est un barreau d'honneur. Ça ne peut pas prospérer pour la simple raison que quand on a passé tout son temps, cette opposition a passé son temps à faire l'école missionnaire politique, ce n'est pas en quelques mois qu'on peut rattraper cela. Donc, je l'ai dit sur ce plateau, l'opposition a beaucoup tâtonné, a beaucoup hésité. Et quand on hésite, c'est parce qu'on a peur. Parce que la peur, c'est la seule chose qui puisse rendre un rêve impossible. Et la peur engendre deux bébés siamois qui sont l'indécision et l'hésitation. Or, quand vous êtes indécis, vous ne pouvez rien faire. Parce que dans la journée, vous avez 5000 idées qui viennent dans la tête et vous devez prendre des décisions. Et vous savez que pour les États, ce sont les décisions qui comptent. Et pour les partis, c'est aussi les décisions. Il faut se décider de faire la politique ou de ne pas la faire. Et quand vous décidez de faire la politique, vous devez venir avec des arguments. Juste, Saleh, je vous redonne la parole tout de suite. Juste dire un mot par rapport à ce que Alafé vient de dire. Je vais dire que tout à l'heure, quand j'ai dit que le PDCI n'avait pas la culture de l'opposition, c'est un fait. Quand on a passé 32 ans pratiquement, bien 33 ans dans le parti unique et à gouverner un pays, et qu'on perd le pouvoir à la suite d'un coup d'État, et qu'après, au lieu de tirer les conséquences de cela, on va plutôt s'allier à un opposant pour créer un bloc d'opposition pour faire tomber tout un système, et qu'après le système qu'on a retrouvé pour faire tomber l'autre système, on se sépare dans ce système-là, on ne peut pas s'en sortir. Je veux dire quoi? M. Bédié devait savoir que le PDCI n'a pas la culture des marches et que les militants du PDCI n'iront pas marcher. Les faits sont là. Quand il y a eu le blocus sur son domicile, il n'y a eu aucune réaction. Les militants du PDCI n'ont pas réagi. Aujourd'hui, il y a deux partis qui ont la culture des marches et de l'opposition. C'est le FPI et c'est le RDR. C'est les deux partis qui savent ce que c'est que marcher. Je vais finir dessus. La conséquence qu'on en tire, c'est quoi? C'est que un confrère, Vincent Hugé, l'avait dit sur un plateau que la stratégie de l'opposition politique en Côte d'Ivoire ici, en dehors de M. Laurent Gbagbo qui est hors du pays, depuis pratiquement mars 2020, était totalement illisible. On ne savait pas réellement où est-ce qu'elle voulait aller, qu'est-ce qu'elle voulait faire. On avait l'impression qu'il y avait une sorte d'idée derrière, qu'on était sûr que quelque chose allait se passer, et par conséquent, il ne fallait pas se griller en allant aux élections. Cette chose n'étant pas revenue, n'étant pas arrivée, puisqu'on disait qu'il n'y aurait pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Le 1er novembre, M. Ouattara n'est plus président, la Côte d'Ivoire sera gérée par d'autres personnes. C'était l'idée qu'on a mise dans la tête des Ivoiriens. Ça n'est pas venu. Maintenant que ce n'est pas venu, on en tire les conséquences. Il y a un rapport de force qui est là. M. Ouattara a demandé le tête-à-tête, il a eu lieu. C'est le 21 novembre que M. Bédié a dit qu'il n'y aurait plus de dialogue, tant que telles conditions ne sont pas remplies. Aujourd'hui, c'est lui qui appelle à un dialogue. Moi, je me méfie des dialogues nationaux. M. Gbagbo l'a organisé en 2001. Ça a été une fois de l'hypocrisie. Les gens ont dit une chose, en avaient une autre dans leur tête, et finalement, on est allé à une rébellion. En 2020, je ne sais pas, en 2021, parce qu'on rentre bientôt en 2021, je ne sais pas à quoi ce dialogue politique là va aboutir. En Côte d'Ivoire, il y a un problème qui est clé. C'est M. Gbagbo, c'est M. Ouattara, c'est M. Bédié. Si les trois s'asseyent, dialogue entre les trois,
il décide qu'ils mettent fin à la belligérance entre les trois et de libérer les Ivoiriens, il n'y a pas à organiser un dialogue dans une salle pour dépenser des milliards pour des résultats qui sont nuls. C'est ce que je voulais dire. Bateau? Oui, je voulais juste répondre à Aristide qui veut laisser croire que dans les démocraties, il n'y a que des élections et la promotion. Je suis désolé, Aristide. Dans toutes les grandes démocraties, les gens se parlent. Dans toutes les grandes démocraties, les gens se parlent. Donc, il ne faut pas croire que dans une démocratie, il n'y a que la période électorale, il n'y a que les joutes électorales. Non. Si on prend le cas qu'on connaît le plus, le cas français, mais sur chaque question importante, le président de la République consulte tous les responsables de groupes de partis, les responsables de groupes Parce que la belligérance n'est peut-être pas si prononcée que oui, ça, mais je veux comme dire, ça l'est chez on nous. peut faire quand même se rencontrer. Qu'est-ce que ça coûte au président de la République de recevoir, par exemple, le président du groupe parlementaire? Ça ne va pas coûter des milliards, puisqu'on parle de milliards. Donc, dans les démocraties, justement, les gens se parlent. Sur les grandes questions de la vie de la nation, les gens se parlent. On ne va pas dire, oui, bon, il n'y a rien à voir, circuler, et puis, bon, on se retrouve aux élections. Non. Parce que les élections, malheureusement, en Côte d'Ivoire, et cela depuis 1990, n'ont jamais été organisées dans des conditions vraiment acceptées par tous. Encore moins celle de 2020. Donc, chacun peut apprécier la stratégie de l'opposition ou pas. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'opposition. Mais je veux dire qu'on ne peut pas dire il n'y a rien à voir, circuler, et donc allons aux élections. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Messieurs, normalement, je dois passer à marquer une pause. Mais en 30 secondes rapidement. Un additif, je pense que, comme il l'a dit, je vous l'ai dit, c'est parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, c'est-à-dire dans une normalité, que les débats se retrouvent dans cette affaire de dialogue. Sinon, c'est des débats qui auraient pu se tenir à l'Assemblée. Dans certains espaces. Et je pense que nous ne sommes pas dans une normalité. Et depuis 20 ans, on lutte derrière cette normalité. Des débats qui devaient se tenir dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, au Sénat, partout, se retrouvent être dans la rue, par exemple, en deux dirigeants de partis politiques. C'est parce qu'on n'est pas dans une normalité. Si on était dans une normalité, on n'aurait pas perdu le temps à faire des dialogues. Très bien. Allez, juste un mot. Oui, moi je voulais juste me poser une question adressée justement à Saleh et à Lafay. Quand ils disent que le PDCI n'a pas la culture de l'opposition, moi souvent, non, et souvent je me pose la question, qu'est-ce qu'on appelle la culture de l'opposition? Parce que le FPI à un moment donné a utilisé beaucoup de violence, le RDR à un moment donné a utilisé beaucoup de violence. Est-ce ça la culture de l'opposition? Non, ça parce que on dit aujourd'hui... Non, je veux savoir c'est quoi la culture de l'opposition. Très bien. Parce que pour moi, un problème est posé, un parti d'opposition donne son avis, et le pouvoir donne son avis, c'est ça qui est l'opposition. Très bien. C'est ça Assamé, vous êtes interpellé. Maintenant, je vais revenir sur... Oui, je pensais que... Non, je voulais revenir maintenant sur... Non, là, j'ai posé la question. Je vais revenir sur la déclaration du RHDP. Non, là-dessus, vous allez réagir juste après cette petite pause. OK. Retour sur le plateau de NCI 360. Franck Etienne, vous vouliez réagir sur la sortie de Koménan Kwasi Adjoumani rapidement? Absolument. Je veux dire que tout le monde s'attendait à cette sortie-là. Et puis tout le monde s'attendait à celui qui allait prendre le devant de cette sortie. Mais il est le porte-parole principal du parti. Il est le porte-parole principal, en même temps on l'appelle l'éléphant du Zanzan. Mais en même temps, moi j'ai un petit conseil à donner à l'aîné Adjoumani. Chez nous, on dit que quand un éléphant passe, on arrive à vous dire, bon, ici, un éléphant est passé. Mais tous les abus ne tombent pas quand un éléphant passe. Voilà, tous les abus ne tombent pas. On ne voit pas beaucoup de dégâts. C'est un langage avec beaucoup de codes. On ne voit pas beaucoup de dégâts sur son chemin. Je veux dire qu'il y a des moments où le silence est d'or. Henri Konan Bédié finit son discours. Si le RHDP ne réagit pas, ça fait quoi? Parce qu'en réagissant... Si le RHDP réagit aussi, ça fait quoi? Parce qu'en réagissant de la sorte, ça nous maintient à l'état, je veux dire, à l'étape zéro. C'est comme si on n'avait jamais fait de pas en avant. Très bien. Et non, c'est comme si on n'avait jamais fait de pas en avant. C'est comme si on n'a pas tiré les conséquences des 87 morts et des nombreux dégâts qu'il y a eu. Moi, j'invite, comment on appelle ça, Adjoumani, à aller sur le terrain. Parce que j'ai eu la chance, avec l'organisation de M. Toby Irié, Aube Nouvelle, d'aller sur le terrain la semaine dernière. Mais dans cette localité que nous avons visitée, Daoukro, comment on appelle ça, Toumodi, Divo, Oumé,
et autres, Gallois. Mais c'est difficile. On s'est rendu compte que la peur est encore perceptible. Les Ivoiriens sont encore terrifiés par ce qui s'est passé, juste 87 morts. Et les Ivoiriens sont encore terrifiés, des gens ont été brûlés vifs. Mais Kadjoumani accepte pour une fois, de mettre un peu d'eau. C'est-à-dire de pouvoir se taire et de regarder et d'encourager certains pas qui sont positifs, comme le fait de balayer finalement le CNT. Je pense que ce n'est pas une affaire d'Adjoumani. Vous l'avez dit, il est porte-parole. Il a dit il n'y a pas lieu d'interpeller à titre personnel le porte-parole Adjoumani. C'est le RHDP. La question qu'il pose, moi je l'ai dit, le président Bédié aurait pu faire l'économie de sa déclaration, aller voir Ouattara. Et de ce fait, le RHDP aurait dû faire l'économie, devait faire l'économie. De part et d'autre, il y a des économies à faire, il y a des efforts à faire. Absolument. De part et d'autre. Donc, en interpellant le ministre Adjoumani seulement, on donne l'impression que c'était à lui seul de faire des efforts de paix par rapport aux 87 morts. C'est un effort partagé à faire et il est important de le souligner. Cela dit, moi, je n'ai pas dit que tel n'a pas la culture de l'opposition. J'ai dit que le président Gbagbo a une constance, il a une cohérence dans sa posture d'opposant et qu'un pouvoir a plus intérêt à composer avec un tel opposant plutôt que de le faire avec des opposants instables. Oui, oui, la preuve, on l'a vu. Parce que moi, des gens ont prévenu, par exemple, pour dire « Afi N'Guessan n'ira pas au bout avec vous ». Le jeu que vous faites avec lui est un mauvais jeu. Arrêtez. Bon, on a vu au dernier moment, ça n'a pas loupé. Il a fallu, on a dit qu'il était l'homme de service, mais Kakabe a contribué. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé pour 2020. Donc, lorsqu'on a de tels opposants, à un moment donné, on choisit même le boulanger, parce que le boulanger est constant, au moins. C'est ce que je tenais à dire, mais je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas la culture de l'opposition. Saleh l'a dit. Oui, mais moi, je l'ai dit et je l'assume. Je veux dire, quand je dis que M. Gbagbo a de la crédibilité, la notion de crédibilité est une notion importante en politique. Vous ne pouvez pas aller loin en politique si vous n'avez pas de crédibilité. C'est un fait. M. Gbagbo a construit sa crédibilité sur le terrain. Et c'est d'ailleurs pour ça que, malgré son absence du pays, ses militants sont restés attachés à lui. C'est un fait. Ensuite, c'est un homme de combat. Il a combattu pendant 30 ans avant d'être président de la République. Donc, il connaît ce que c'est qu'être opposant. Le PDCI a dirigé le pays pendant presque 32 ans et a formaté ses leaders dans la bourgeoisie. C'est un fait. 38 ans, tu veux voilà. dire. 9 ans. De 1960 à 1990. Voilà. S'il vous plaît, ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc tout ça, ça les a formatés dans un contexte de bourgeoisie dans lequel ils sont toujours. C'est un fait. Et donc, quand ils appellent à marcher, le président Bédié ne peut pas appeler les gens à marcher et ça va produire un effet majeur sur le terrain. Ce n'est pas possible. Parce que le PDCI n'a pas la culture des marches dans le contexte politique. Et puis, je termine dessus. Pour dire quoi? Pour dire que vous ne pouvez pas demander un dialogue national en fixant déjà les conclusions. Le dialogue que M. Bédié demande doit aboutir à une nouvelle constitution et doit aboutir à une reprise des élections. Voilà le cadre. Je suis bien obligé d'avancer, de passer au prochain sujet Et qui concerne les prochaines élections législatives. Voilà. Est-ce que vous pensez que les partis d'opposition, en l'occurrence le FPI porté par Pascal Afi N'Guessan, va y aller? En tout cas, ce samedi, le samedi dernier, le comité central s'est réuni. Et le comité central exhorte le parti à se tenir prêt pour les prochaines élections et instruit la direction du parti à œuvrer pour qu'elle se déroule dans des conditions transparentes. Que vous inspire cette position du FPI version Ma Pascal première Afi réaction N'Guessan? est qu'on est encore à ce stade, alors que M. Afi N'Guessan est en prison, on est encore à ce stade où on a une réunion d'un groupe du FPI qui fait un comité central, alors que M. Assou Adou parle au nom du FPI et que M. Laurent Gbagbo est le président du FPI. Je pense que le moment est venu de terminer cette affaire. Voilà, M. Afi N'Guessan n'est plus candidat à l'élection présidentielle. Le moment est venu pour Afi N'Guessan, pour Laurent Gbagbo, pour Assou Adou, pour Simone Gbagbo, et aussi pour le gouvernement et la justice de trouver une formule pour qu'on arrête avec cette histoire de FPI là. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est de la confusion. Il faut sortir de cela et je pense que des initiatives doivent être prises. Je pense que
Danon Djedje ou Assoadou peuvent saisir la justice et la justice doit se prononcer à nouveau. Il faut sortir de ça parce qu'on va entrer à nouveau dans la confusion. De FPI, Laurent Gbagbo n'ira pas ou bien il ira. Et donc, il est dans l'intérêt par rapport à l'appel que je lance au RHDP de se déterminer des objectifs clairs. Il est important pour lui aussi de mettre fin, d'aider à mettre fin à cette situation en demandant, si le FPI ne le fait pas, à la justice de se prononcer. Il parle comme un véritable conseiller du RHDP. Sidéré. Non, pourquoi sidéré? Il parle exactement comme un conseiller du RHDP. J'interpelle pour l'apaisement du climat politique. Il faut sortir de la confusion. Monsieur de la justice, tapez M. Afin Guessan, il n'est pas allé aux élections. C'est ce que vous avez dit? Oui, mais parce que... S'il vous plaît. Non, il est sur le plateau. Oui, mais il est là en face de moi. C'est un débat ancien qui n'est pas nouveau. La question, c'est un débat ancien qui n'est pas nouveau. Oui, mais DG, c'est un débat ancien qui n'est pas nouveau. La question du FPI a été tranchée par la justice ivoirienne. Alors quand je suis surpris qu'il demande... La question a été tranchée par la justice ivoirienne. Mais le président Gbagbo, ça ne l'a pas empêché de dire, et ni le président Bédié de dénoncer la judiciarisation du débat politique. Oui, c'est un autre débat. Est-ce que c'est de la compétence de la justice ivoirienne de dire qui est le président du FPI? Vous acceptez ça? Mais le président Bédié s'est battu contre ça. Et le président Gbagbo le dénonce. Lorsque quelqu'un a saisi... Alors, vous n'allez pas parler ensemble. Lorsque un militant... Je vous redonne la parole. Terminez rapidement. Oui, terminez. Oui, c'est moi qui ai la parole. Je voulais dire sur la question de ce débat-là, n'importe quelle association, et le FPI en est une, qui se crée, dépose ses documents au ministère de l'Intérieur. Il y a une loi sur les partis politiques. Et sur la question du FPI, quand ce qu'on appelle les Gbagbouriens ou les dissidents, selon, il y a eu, le président Afi a saisi la justice qui a tranché. Et justement, c'était contre M. Danon Djedje. Alors qu'elle a fait aujourd'hui sur ce plateau que Danon Djedje a encore saisi la justice et que le RHDP, parce qu'il appelle le RHDP à juger Gbagbo et qu'il appelle Gbagbo le président du FPI, ça crée confusion. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes et nous avons nous entendre aux faits. Les faits sont que, en juillet 2001, M. Afin Guessan a été élu président du FPI. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Et qu'en 2014, quelques membres de la direction du FPI sont réunis dans le village du président Gbagbo et disent « Et cette question a été tranchée. Donc il n'y a plus de débat à faire. Ce qu'il faut faire, vous êtes un conseiller du RHDP, ce qu'il faut faire... Vous êtes militant du FPI. Oui, mais ce qu'il faut faire... S'il vous plaît, monsieur. Moi, je suis juste déçu que conseiller. Guillaume, terminez, et puis je donne la parole à la fin. Vous êtes militant. Oui, je dis. Vous avez une carte. Terminez. Vous êtes militant. Donc, ce qu'il faut dire, il ne s'agit pas pour le RHDP de donner des conseils à quelqu'un d'aller en justice. Le président Gbagbo a été le fondateur du FPI, il en a été le président jusqu'à son élection. Si le président de toute façon, le président Afin Guessan a dit si le président Gbagbo est là, il lui remet le plan. Vous avez été long. Je termine. Oui, parce que pendant au moins... Terminez. m'a empêché de parler. Terminez. Voilà. Donc, le débat qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas que le RHDP trouve des dirigeants au FPI. Ce n'est pas ça. Le débat qu'il y a, c'est que le RHDP et les autres partis de l'opposition, alors, à proposer que ce soit Bédié, Gbagbo, Ouattara. C'est possible. Mais on peut le faire aussi avec Bédié, Gbagbo, Ouattara, Mabri et les autres. Très bien. Voilà. Donc, il faut une discussion inclusive. C'est entendu. De toute façon, pour conforter ce que moi j'ai dit, le président, M. Afin Guessan ayant lui-même dit que si le président Gbagbo est là, qu'il est candidat, qu'il veut le parti, il lui remettra le FPI. Il est peut-être important de le dévancer. Après un congrès? Il dit lui remettra le FPI. Après un congrès. Si vous parlez ensemble, on ne s'entend pas finalement. L'idée déjà suppose qu'il est prêt à se soumettre à la légitimité, à l'autorité du président Gbagbo. Très bien. Donc, partant de là, il devait poser de s'il vous plaît. Aristide. Ensuite, non, s'il vous plaît. Mais vous êtes sorti des législatives, vous. Comment arriver aux législatives encore dans cette confusion? Si cette question la confusion est entendu, monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. C'est moi qui donne la parole. Non, s'il vous plaît. Aristide. Alors, la question que tu as posée, Ali, c'est qu'on aille aux législatives dans quelles conditions? C'est cela. Alors, vous savez, dans une république... Toi, tu es à l'aise avec ça, parce que tu veux aller de l'avant. Franck Etienne, vous risquez d'être sanctionné pour indiscipline sur ce plateau. Alors, dans une république, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et là, on va à l'élection législative. C'est le moment pour cette opposition de s'organiser parce que, justement, il y a un renouvellement générationnel. Il y a, je vois M. Daliba sur le plateau qui dit que nous ne sommes pas dans la normalité. Vous êtes jeune, c'est l'opportunité pour vous d'être candidat et d'aller gagner ces élections, aller à l'Assemblée, changer les choses.
Et je pense que l'enjeu de ces élections législatives, c'est de permettre à tous ceux qui nous ont empêchés d'avoir une fête pendant la présidentielle, que nous puissions aller dans ces législatives, que ce soit une grande fête, non pas en dansant, mais en faisant cette fête politique qui permet aux uns et aux autres de confronter les arguments, parce que c'est à partir des débats argumentés que l'on fait jaillir la lumière. Et aussi construire la démocratie, former les masses pour que les gens ne confondent plus les textes de la loi fondamentale et que les jeunes, j'insiste là-dessus, M. Dallaire, parce que vous avez dit que nous ne sommes pas dans la normalité, et je pense que c'est en allant à ces élections et que vous qui êtes jeunes, en présentant votre candidature et que vous gagnez, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre l'espace politique pour qu'on reconstruise ce système de valeurs performants qui nous permettent d'aller de l'avant. Franck? Non, je voulais dire tout à l'heure le conseil et le souhait qu'émettait donc le DG Alafé par rapport à l'unité du FPI, c'est un bon souhait. Mais en même temps, ce qui nous tue, ce qui souvent dérange notre pays, c'est que les petits palabres au sein des partis, on veut en faire des palabres, si vous voulez, au plan national. Non, c'est une unité au sein du FPI. Si le FPI veut, il s'unifie. Si le PDCI veut, il s'unifie. Si le RDR veut, il s'unifie. Mais quand on parle de législative ici, c'est au plan national. Il faut créer les conditions pour aller à des élections législatives qui ne créent pas de problème. Et le président de la République l'avait déjà dit. Le président de la République avait dit qu'il allait faire en sorte que pour les législatives, la CEI soit rediscutée et qu'un certain nombre de choses soient mises en place pour que ces législatives se déroulent bien. Alors, il faut éviter au maximum qu'on prenne les petits problèmes de parti pour venir encore entacher les législatives. Et l'opposition doit comprendre, parce que le RDR en a fait les frais, je vais dire, en 2000, et l'opposition doit comprendre que après la présidentielle, si malgré les discussions qui vont être entamées, je vais dire à tout moment, on peut toujours aller aux législatives pour créer le contre-pouvoir nécessaire. Le RDR, qui n'était pas allé aux législatives en 2001, est parti après aux municipales et avait raflé les municipales. Et on peut réussir, enfin, l'opposition peut réussir l'exploit d'aller aux législatives et créer la surprise, puisque même dans la Constitution, il y a des modifications. La Constitution permet sa modification à l'Assemblée nationale. Très bien. Donc, Monsieur, demain, le président Alassane Ouattara sera investi au palais de la présidence de la République ici à Abidjan, en présence de plusieurs personnalités, de très hautes personnalités annoncées, notamment des chefs d'État et de gouvernement. Quels sont pour vous les enjeux de cette investiture du président Ouattara? Alafé? Donc c'est le début solennel et officiel de la première élection présidentielle de la Troisième République, indépendamment de tout ce que l'on pourra dire, toute interprétation que l'on peut faire. C'est un fait, c'est la Troisième République qui continue de se déployer. C'est une première prestation de serment sous le coup de la Troisième République après une élection présidentielle. Et l'une des innovations d'ailleurs, c'est que la prestation de serment se fera sur la Constitution, ce qui n'était pas le cas. Et c'est un moment majeur, c'est un changement, tout comme aussi ce changement qu'il y a dans la dévolution du pouvoir exécutif. Autrefois, jusqu'en 2016, c'est le législatif qui succédait à l'exécutif en cas de vacances. Mais depuis 2016, ce n'est plus le cas. Le législatif reste dans son domaine et l'exécutif reste dans son domaine. Donc, c'est le début du déploiement de ce changement qu'il y avait eu en 2016 qui se poursuit avec cette élection que tout le monde avait souhaité voir dans un contexte différent. Ce 14 décembre, personne ne pouvait prévoir avant le 8 juillet 2020 que ce serait le président Ouattara qui serait en train de prêter serment. Tout avait été mis en œuvre pour que cette prestation de serment se passe dans le grand espoir, dans la grande espérance des Ivoiriens depuis toujours entre un président sortant et un nouveau président. Hélas, le destin en a décidé autrement. Et c'est à cela que nous assistons
la réalité de ce que l'homme propose et Dieu dispose. Et nous ne devons pas oublier cette dimension qui est très, très, très importante. Non, Daliba. Merci. Pour ma part, les enjeux sont d'abord d'ordre interne à la gestion du RHDP. Le président est dans sa suite. Il faut toujours continuer de montrer qu'on maîtrise la situation. La suite normale, c'est cette investiture. Moi, je reviens sur l'enjeu quand M. Alafé dit on aurait voulu qu'il y ait une passation. Mais je pense que l'idée n'est pas une passation du RHDP au RHDP. Ça pourrait peut-être être une passation. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit non plus. Non, l'idée sous-entendue. Malheureusement, parce qu'il a dit malheureusement, le 8 juillet, on sait ce qui est arrivé. Lui, il a été candidat, mais il aurait pu ne pas gagner. Mais la passation aurait pu être les autres étaient partis. Sans même gond, sans feu gond. D'accord, très bien. Donc je reviens, l'enjeu ici, c'est toujours de maintenir que la situation va. Parce que c'est une suite logique après une élection. Allez au bout de la victoire du défunt. Absolument. Oui, moi je continue pour dire l'enjeu aurait pu être que ça ne soit pas le président Alassane qui aujourd'hui se redonne lui-même le flambeau. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On aurait pu passer cette transition que tout le monde avait appelée de tout son milieu, c'est-à-dire une transition sans violence où 2 ans après, M. Alassane, deux mandats après... Le débat est passé. Voilà, ce soir. Donc malheureusement, pour ma part, l'enjeu, c'est le même qu'en 2010, après une violence, Alassane prête serment. En 2020 également, on va essayer après cette passation de chercher à régler les choses qui n'ont pas été réglées. Donc, je trouve l'enjeu pas Franck Etienne. Voilà. Moi, je dégage quand même 3 enjeux. Le premier, c'est la fin du bras de fer. Et Alafé l'a rappelé. Et des gens disaient, l'opposition disait, il n'y aura pas élection. Et lui, son camp disait, il y aura élection. Et donc, on n'a même pas eu le temps d'écouter même les programmes des candidats. On est resté dans ce bras de fer et il a gagné ce bras de fer. Alors, en gagnant ce bras de fer, le challenge aujourd'hui pour lui, c'est de réussir à montrer qu'après tout ça, les Ivoiriens, en tout cas, ont accepté donc, le 3e mandat, acceptent de lui donner le 3e mandat et de montrer aux yeux du monde que tout se passe bien. Parce que, bon, avec toute la palette du chef d'État qui arrive, voilà, il faut montrer que tout se passe bien. Donc, c'est l'enjeu, faut réussir c'est un des enjeux, réussir à maintenir la calmie après donc cette prestation de serment. Ensuite, le deuxième enjeu que je vois, c'est le discours d'après-investiture. Il va comporter quoi? Il va comporter encore la main tendue traditionnelle, comme on le fait, ou bien il va avoir dans ce discours des actes forts, des actes concrets, qui nous amène vers la réconciliation ou bien qui nous amène vers la décrispation. Il faut des actes forts. Il faut, par exemple, je souhaite, par exemple, que le président de la République saisisse l'occasion de ce discours-là, de son discours d'investiture, pour peut-être libérer au moins quelques prisonniers politiques. Libérer, par exemple, Pucherik Balé, qui est une militante des droits de l'homme. En tout cas, j'attends de ce discours post-investiture vraiment des actes concrets. Et le troisième enjeu, c'est le respect de la Constitution. Parce qu'on va à une investiture où l'article 58 de notre Constitution dit que cette investiture doit se faire en présence du vice-président. On n'a pas encore de vice-président. Le vice-président n'a pas été nommé. J'ai entendu dans certains débats des personnes dire qu'il n'est pas obligé de nommer le vice-président, tout. Mais l'article 58 dit que la prestation de serment doit se faire en présence du vice-président. Et quelqu'un dit que parce qu'il n'a pas encore été investi, donc il ne peut pas mettre un gouvernement en place, parce qu'il ne peut pas mettre comment on appelle ça, nommer un vice-président. Mais la Constitution aussi ne dit pas que quand on a été élu, on ne peut pas faire le gouvernement avant la prestation du serment. Je suis obligé de vous interrompre. Donc, pour moi, il aurait pu nommer son vice-président, il aurait pu commencer son administration, un peu comme Joe Biden le fait actuellement aux États-Unis, avant cette cérémonie d'investiture. Moi, je voulais dire que en 2020, on a raté un grand moment démocratique.
C'est ça. Vrai. Merci. Parce que les acteurs politiques ivoiriens se sont battus pour leur chapelle et non pour les Ivoiriens. Je suis de ceux qui restent convaincus que, et je l'ai dit la dernière fois à un diplomate européen, je disais que l'opposition ivoirienne a raté une très belle occasion de prendre le pouvoir. Je suis de ceux qui étaient convaincus que, quelles que soient les conditions qui avaient été mises en place, quelle que soit la CEI qu'on avait mise en place, si l'opposition en unité avait désigné un candidat et avait mobilisé toute la force qu'ils ont mobilisée pour faire le boycott actif, pour surveiller ces élections-là, il serait passé autre chose que ce qu'on a vu. J'en suis convaincu. Peut-être qu'on aurait eu un deuxième tour, on aurait eu, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça ne serait pas passé aussi facilement pour le RIDP. Donc j'ai l'impression que l'opposition a préparé le RIDP à succéder à lui-même. C'est un aspect. Deuxième chose, demain, il y a l'investiture. Pour moi, c'est la projection d'après-demain. À quoi va servir ce mandat du président Ouattara? Est-ce qu'il va servir enfin à reconstruire moralement ce pays? Parce que, comme je l'ai dit toujours, on peut toujours trouver les moyens financiers. D'ailleurs, le dernier emprunt obligataire, ça non, le dernier emprunt obligataire de la Côte d'Ivoire, l'eurobond a dépassé les espoirs de la Côte d'Ivoire. Plus de chaînes de télévision et de radio ont dit que la Côte d'Ivoire était très crédible sur le marché national. Et donc, on trouvera toujours l'argent pour construire physiquement un pays. Mais les ressources pour reconstruire moralement un pays sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Donc, je pense que ce mandat-là doit servir à reconstruire ce pays-là, moralement. Deuxième chose, à mettre fin à l'impunité. Je ne suis pas d'accord, M. Gbagbo l'a fait avec la rébellion. On a amnistié tout le monde, malgré tous les crimes qui ont été commis. Les mêmes sont venus en commettre encore en 2010. Il y a eu une enquête qui a été faite par une commission mise en place par le président Ouattara, qui a dit que sur les 3000 morts qu'on a dénombrés officiellement, une partie avait été tuée par... Enfin, était la cause des actes posés par la branche RHTP par rapport au FRC et une partie par les pro-Gbagbo. 3000 morts, les personnes soupçonnées d'être auteurs de ça n'ont pas été retrouvées, jugées, condamnées. Récemment, le président Ouattara a pris notre amnistie pour libérer près de 800 personnes qui étaient en prison. Là également, on nous dit qu'il faut qu'on prenne un acte politique pour libérer des gens qui ont commis des crimes. Alors que chaque fois qu'on amnistie, chaque fois qu'il y a une crise, les actes criminels deviennent d'une autre ampleur. Maintenant, on décapite les gens. Et on dit non, il faut encore libérer. Je pense que le moment est venu, enfin, une fois, pour que la justice, le procureur a parlé la dernière fois sur une chaîne concurrente, où il a dit beaucoup de choses. Le moment est venu pour que les Ivoiriens eux-mêmes, cette fois-ci-là, demandent à leurs dirigeants de mettre fin, enfin, à l'impunité. L'impunité creuse le lit de la criminalité. Et donc, ce mandat-là doit servir à régler toutes ces questions-là. Très bien. Enfin, ce mandat doit préparer, et là, je ne suis pas d'accord avec le président Gbagbo, quand il dit que les jeunes n'ont rien demandé et qu'ils peuvent rester, et les anciens acteurs, dans le système jusque dans la tombe, il ne faut pas que nos acteurs principaux, M. Ouattara, M. Bédié et M. Gbagbo, demeurent foncièrement des euphotistes. Comme il a dit toujours, l'un des avantages de l'euphotisme, c'est le pouvoir jusque dans la tombe. Il faut que ce mandat aussi serve à préparer une génération qui va se relever. Et c'est l'initiative qui commence. Il faut que les jeunes se mettent dans le jeu et aillent bousculer les vieux sur le terrain. J'ai l'impression que vous parlez pour vous-même. Oui. Non, je parle pour d'aller bas. Enfin, très bien. Oui, Guillaume Bateau. Ce n'est pas une impression, c'est Guillaume Bateau, allez-y. Bon, on va les pousser. Je pense que l'investiture de demain, au-delà de l'aspect formel, je veux dire institutionnel, le président a été élu, il va prêter serment. De l'aspect festif, je vois vraiment un seul enjeu. Et c'est surtout l'après-investiture. Qu'est-ce que le président Ouattara va faire pour que ce pays retrouve la tranquillité, la stabilité, ce pays se réconcilie avec la loi et avec ses institutions et s'engage véritablement sur la voie démocratique. Beaucoup de gens qui avaient soutenu le président Ouattara depuis la création du RDS jusqu'à son arrivée au pouvoir avaient pensé que, compte tenu du fait qu'il vient du FMI, qu'il a une grande culture américaine, il allait vraiment impulser le décollage démocratique de notre pays. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pour les 10 premières années auxquelles on a assisté. Moi, mon espoir, c'est qu'après cette investiture, sur la question de l'impunité, vous connaissez mon point de vue, je ne suis pas d'accord avec Saleh, je l'ai déjà dit. Il ne faut pas vouloir l'impunité seulement que pour les autres. Très bien. Tout ça. Mais je dis, aujourd'hui, le président Ouattara est au pied du mur.
est-ce que dans 5 ans, il va laisser un pays réconcilié avec lui-même, avec ses lois, avec ses institutions, un système démocratique performant? C'est ça le principal enjeu. Sinon, le reste, c'est du folklore. Très bien. Aristide? Oui, l'enjeu, c'est la reconstruction, surtout la reconstruction morale, parce que justement, quand on parle de réconciliation, c'est parce qu'on se souvient, parce qu'on se réconcilie d'abord avec soi-même, et cette réconciliation tire sa source dans le souvenir. Et quand on parle de souvenir, c'est toujours les politiques de mémoire. Et je dis toujours que, oui, c'est important. La boîte secrète. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas reformer les gens qui, du jour au lendemain, vont se dédier. Et c'est la seule théorie qui n'a jamais eu d'évaluation. Vous avez vu la commission Vérité-Réconciliation en Afrique du Sud, vous avez vu la commission Dialogue Vérité-Réconciliation en Côte d'Ivoire, vous avez vu tous ces monuments concrets, et bien après, on voit les mêmes gens produire les mêmes actes. Ensuite, il faut construire un système de valeurs performants, où la base, c'est la vérité, le consensus, la recherche du consensus qui est patrimonial. C'est important. Et former les masses pour que il n'y ait plus d'automatisme langagier du genre « oui, la démocratie n'a pas existé parce que les gens reprennent ça en cœur », alors qu'en réalité, chacun doit se réapproprier son propre regard sur la force du discours dont lui-même il est porteur. À partir de ce moment, il ne sera plus manipulé parce que souvent, ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Et c'est dans la manipulation qu'on arrive à construire dans la tête des gens des discours haineux, et ces discours haineux qui entraînent les violences bien après. Merci beaucoup. Alors, messieurs, merci beaucoup à vous d'avoir pris part à cette émission. Guillaume Bato, Franck Etienne et Naounou Daleba vont céder leur place à Ange Guéhi, directeur général de NCI, Cheikh Ivan, directeur des programmes de la chaîne, et Pierre Dipomelin, qui est chef d'édition au niveau de la direction de l'information. Je vous informe, messieurs, que NCI a été primé meilleure chaîne d'information 2020 aux awards des entreprises de Côte d'Ivoire. On a reçu ce prix le vendredi dernier. À ce sujet, d'ailleurs, le prix a été réceptionné par notre directeur des programmes, Cheikh Ivan. Je vous propose de l'écouter. Cette distinction tombe à propos puisque ça tombe exactement 1 an après le lancement de NCI. Donc je voulais donc au nom de la direction générale décerner, enfin pas décerner mais en tout cas dédier cette distinction à l'ensemble du personnel de NCI. Mais quand je dis l'ensemble, c'est vraiment à tous les niveaux, dans tous les services, parce que c'est une équipe qui se bat d'arrache-pied pour offrir aux Ivoiriens le meilleur de la télévision. Voilà, donc félicitations encore une fois à NCI et puis le meilleur est à venir. Voilà, Cheikh Ivan, que vous venez d'entendre dans ce sonore, vient de nous rejoindre sur le plateau. C'est lui qui a reçu ce prix, le prix de la meilleure chaîne de télévision d'information 2020. En tout cas, on est très fiers, n'est-ce pas, monsieur le directeur général? Oui, effectivement, on est très fiers. Ce prix-là, je le disais, il arrive un peu comme une cerise sur le gâteau d'anniversaire de NCI. Donc pour nous, c'est une fierté de le recevoir. Cheikh Ivan, il y a 1 an, on lançait cette chaîne de télé. Et vous qui avez travaillé sur la grille des programmes, c'est notamment vous qui avez concocté NCI 360, qui aujourd'hui est devenu un programme phare de la chaîne. Sentiment aujourd'hui? C'est un sentiment de fierté, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on est parti d'un constat. Ce n'est pas compliqué de concevoir une grille de programme. À la vérité, il y a ce qu'on appelle techniquement une courbe de valeur. On regarde ce que font les autres, ce que ne font pas les autres, et puis on essaie donc de créer ce qu'on appelle l'océan bleu, c'est-à-dire créer donc une grille qui est plutôt originale. Le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, pour les chaînes qui existaient, qu'elles soient nationales ou sous-régionales, on parlait très peu du quotidien des Ivoiriens. Et la meilleure façon de parler du quotidien des Ivoiriens, ce n'est rien d'autre que de produire des reportages. C'est la seule chaîne qui, d'ailleurs, diffuse 13 minutes de reportage quotidien du lundi au vendredi. Absolument. C'est aussi de concevoir un magazine qui retrace un peu l'essentiel de l'actualité de la semaine, l'actualité majeure. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre. C'est à juste raison qu'on apprécie ce que vous faites, qu'on apprécie aussi l'intervention des éditorialistes qui sont de tous les bords. Hein. Absolument. C'est important de le préciser. Et cette pluralité aussi, je pense que c'est ce qui fait le succès de NCI 360. Donc oui, satisfecit total. Ange Guéhi, après 1 année, vous êtes aussi dans le satisfecit total? Oui, on peut le dire. Sur l'ensemble de la grille des programmes, sur l'ensemble de la chaîne, sur le retour des Ivoiriens vis-à-vis de NCI? On peut le dire, oui, effectivement, après 1 an, quand on fait un peu un flashback sur tout ce qu'on a fait jusque-là, sur les retours qu'on a aussi, bien entendu, du public, de tous ceux qui nous approchent tous les jours, on peut dire, oui, qu'on est satisfait. C'est vrai qu'il y a eu quelques critiques au départ. Les gens attendaient NCI. Quand NCI est arrivé avec les images, avec la qualité des plateaux, les gens étaient plutôt satisfaits. Et après, on nous disait, au niveau de la grille, il fallait faire un effort. C'est des choses que nous savions. Et progressivement, nous sommes en train donc d'y répondre
en étoffant davantage la grille. Donc aujourd'hui, je le disais, au bout d'un an, recevoir 2 nominations et aussi avec à la clé un prix tel que celui que vous avez là, c'est vraiment des motifs de fierté. Très bien. Pierre Dippomelin, vous êtes chef des éditions. On entend beaucoup votre nom. On ne vous a jamais vu. C'est la première fois sur les antennes de NCI. Bonsoir. Bonsoir Ali. Alors, cette année, au journal télévisé et dans l'émission NCI 360, on a quand même permis aux Ivoiriens de vivre de grands moments. Oui, NCI 360 est à son 52e numéro et on a été à tous les rendez-vous, mais on a surtout été au rendez-vous de l'actualité, et quelquefois bouillante, mais quelquefois très calme, mais on a toujours été là. Et les moments forts, on en a connu. Je me rappelle ce numéro qui a fait exploser les vues sur les réseaux sociaux. C'était notamment le face-à-face avocat de l'État de Côte d'Ivoire face aux avocats de Guillaume Soro, en présence de certains chroniqueurs, journalistes qui sont ici présents. Voilà, donc voilà, on a eu des moments super forts, notamment la candidature controversée de Drogba Didier à la FIF. Enfin, on a fait une belle aventure et on est fiers de voir qu'au bout de tout cela, l'effort a été reconnu. Monsieur, vous qui êtes parmi les premiers invités du NCI 360 notamment, aujourd'hui nous avons un an, vous avez un an avec nous parce que ça fait partie de votre histoire aussi. Comment vous réagissez ? Oui, je dois dire que j'ai quand même commencé par la presse écrite, j'ai écrit longtemps, j'ai écrit mon premier papier en 89 et j'ai aussi fait beaucoup de télé, aussi bien au Cameroun, ici, RTI2 avec Mohamed Kanté, mais jamais je n'ai eu autant de présence, de reconnaissance dans le public. Et je vais raconter cette petite anecdote. J'étais dans un resto, je mangeais avec des amis. Et à la fin, je veux payer. On me dit non, le monsieur là-bas, il a payé pour vous. Je dis oui, pour ce que vous faites sur NCI 360. Et aujourd'hui, on fait des selfies avec moi, des choses que je ne vivais pas avant. Et jeudi dernier, on m'a appelé à 11h30 pour me dire qu'il fallait que je sois au PAM Club. On me remettait un prix de journaliste éditorialiste pour mes soutiens aux arts et à la culture. Mais c'est parce que, surtout, on m'a vu toute l'année sur NCI 360. Et je vais raconter cette anecdote où on a fait l'émission avec M. Traoré, où il y a eu des activistes... Traoré de GPS ? GPS. Ils ont fait un montage, mais j'ai tellement eu d'appels. À un moment donné, mon téléphone même s'est planté. Donc, c'est pour dire quoi ? Pour dire non seulement joyeux anniversaire à NCI et merci. Merci de nous avoir mis dans la lumière et surtout parce que la qualité du personnel de NCI, Ali, toi, surtout, les gens t'aiment beaucoup. Et donc, ça fait que ça réjaillit aussi sur nous. Et donc, Cheikh Ivan, avec la télé d'ici, Dippomelin, qu'on ne voit pas, mais que nous voyons. Ici, c'est la première fois que il y a 4 épingles là, voilà. Ce soir. C'est la première fois que je vois le directeur qui est très jeune. C'est une équipe jeune. Et je pense que nous sommes dans le renouvellement générationnel. Et vous faites quelque chose d'extraordinaire. Un plateau télé aux normes internationales, vraiment. Ce n'est que du rêve, du bonheur. Et je voudrais vous dire merci du fond du cœur. À la fin, Wakili, Antoine Assalé Timoko, on a de cesse de rappeler, d'inviter ceux qui veulent prendre part au débat public de venir nous rejoindre. Finalement, au bout d'une année, quel est votre sentiment ? Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande de débat. Et les Ivoiriens sont demandeurs de débat. Et puis, il y a une conception du débat politique que les Ivoiriens, enfin sur les plateaux de télé que les Ivoiriens n'ont pas encore compris, c'est que les émissions de ce format-là, NCI 360, sont des émissions de journalistes. Puisque nous sommes là pour décortiquer l'actualité, comme pour des chaînes que je ne vais pas citer mais à l'extérieur. C'est les mêmes journalistes. Alors qu'il y a je précise qu'Assalé Timoko et Assalé et Alafé, autant pour moi, et Alessine Kenan ne sont pas des employés de NCI. Voilà. Absolument. C'est important de le préciser. Absolument. Je pensais qu'on était employés ici. Tout à fait. Ailleurs, ça s'appelle le débat des éditorialistes. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a des journalistes qui sont presque tout le temps sur le plateau parce que soit ils sont disponibles, soit parce que... ils sont surtout disponibles. Voilà, ils ont cette certaine visibilité, donc ils participent à ces débats-là. Et donc nous, on est très heureux de savoir qu'on a commencé avec NCI,
après quelques émissions au début. Maintenant, ça fait 1 an. Et donc, on ne peut que souhaiter que ça continue. Il y a une victoire avec un prix, et que d'autres prix encore viennent, que NCI étoffe son programme, que NCI continue à donner la parole à tous les Ivoiriens. Chaque fois, on a déploré ici que beaucoup d'Ivoiriens étaient appelés à venir au débat et qu'ils ne venaient pas. Les gens ne comprenaient pas sur les réseaux sociaux qu'ils soient tous les mêmes, mais c'est parce qu'ils sont disponibles. Oui, parce qu'il y en a qui sont très prolixes sur les réseaux sociaux, qui savent écrire. Voilà. Mais dans la configuration télé où il y a de la contradiction, c'est compliqué. C'est plus se dérobe à chaque fois qu'on les invite. Tout à fait. Tous les bords. C'est clair. Voilà. À la fin, Wakili. Bon, il s'agit de dire oui, le temps est passé, 52 semaines, 1 an. On n'a pas senti passer ce temps-là. Donc c'est un plaisir, c'est l'occasion peut-être de lancer un appel pour que d'autres personnes arrivent, acceptent de venir au-delà des réseaux sociaux, au-delà des journaux, au-delà des déclarations sur la place publique, acceptent de venir à cette tribune. Et je me souviens, on a démarré en décembre et déjà on parlait de coronavirus. Tout à fait. Donc ça me revient. Lorsqu'on démarrait déjà, nos premières émissions, c'était l'actualité, le coronavirus. La Chine qui avait construit un hôpital en 10 jours. En 10 jours. Donc on avait déjà commenté ça et on se demandait quelle attitude il fallait qu'on ait vis-à-vis de ce virus qui s'annonçait. Et 1 an après, Dieu merci, nous sommes là et l'aventure va continuer. Mais j'insiste à votre suite sur cet appel aux uns aux autres pour qu'ils acceptent de venir au débat, pour qu'ils acceptent de venir dans la contradiction et aident à construire la vie démocratique dans le pays. Nous, en tout cas, on reste toujours disponibles pour poursuivre l'aventure. Absolument. En tout cas, merci de cette disponibilité. Cheikh Ivan, les perspectives en termes de programme pour cette 2e année qui s'ouvre pour NCI? Alors, perspective, j'ai entendu dire, j'ai un confrère d'une autre chaîne qui disait une fois, on n'a même pas encore déroulé notre grille de programme. Bon, ça m'a fait sourire, parce que quand on connaît le métier de la télé, aucune chaîne au monde n'a fini de dérouler ses programmes. Absolument. Le programme, c'est sa vie comme on respire. Alors, ce qui est prévu déjà ce lundi, donc demain, à partir de 13h05, on diffuse donc le premier talk show 100% féminin, qui sera donc mené par des femmes, de jeunes femmes talentueuses, parce que vous parlez tout à l'heure de qualification. La télé, c'est un métier, donc en termes de recrutement, on essaie d'être le plus pointu possible. Absolument. De notre point de vue, le professionnalisme, il est consubstantiel à la télé. Et donc, on lance le premier talk show intitulé « Les femmes d'ici ». Ce sera un quotidien, 13h05. Et on vous invite vivement donc à le suivre. Ça sera donc la grosse innovation. Un talk show qui sera suivi donc de 2 séries féminines. En d'autres termes, on pourrait le dire, les femmes prennent le pouvoir sur NCI à partir de 13h05 et cela jusqu'à 17h. Ce sera ainsi donc du lundi au vendredi. Et puis il y a d'autres surprises donc qui arrivent, qu'on va peut-être pas dévoiler ici, pour des raisons évidentes. Mais oui, il faut savoir que notre grille, elle vit. Et on essaie davantage de se rapprocher des attentes des Ivoiriens. Et pas que, puisqu'on est suivi aussi à l'étranger. Absolument. Et NCI 360, on peut le lire sur les commentaires en ce moment sur Facebook. Salut, on vous écoute de Malte, on vous écoute du Burkina et tout. Voilà. Donc oui, les innovations sont à venir. C'est une certitude. Ange Guéhi, l'un des retours qui reviennent essentiellement, c'est que NCI, c'est une équipe de jeunes. Pourquoi avoir choisi d'investir dans ces jeunes? Alors, vous me donnez d'abord l'occasion de féliciter d'abord nos actionnaires. Parce que voilà, c'est eux qui ont créé ce projet-là, qui ont cru en la jeunesse ivoirienne. Alors pourquoi des jeunes? Parce que simplement nous croyons à la Côte d'Ivoire. Et ces actionnaires ont décidé donc d'investir dans l'avenir, donc dans la jeunesse. Et aussi l'idée d'abord en lançant NCI, c'était de montrer que la Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines de qualité, de jeunes ambitieux, de jeunes qui ont besoin de s'exprimer. Et donc il était naturel pour nous, en lançant cette chaîne, de faire appel donc à tous ces jeunes qui étaient volontaires, qui sont dynamiques. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait de ce choix. Pierre Dipomel, à la rédaction de NCI, a sillonné presque toute la Côte d'Ivoire, sans être prétentieux, à la recherche de l'information, la vraie, dans une démarche de proximité également avec nos téléspectateurs. On a réalisé des reportages, notamment sur un jeune homme qui avait un champ de raisin quelque part dans la Côte d'Ivoire profonde. Quel est le retour des Ivoiriens quand ils rencontrent les équipes du NCI? Alors, on est très bien accueillis à l'intérieur, comme à Abidjan. Et puis, il faut noter que nos reportages ont eu... Il y a eu des retours favorables, notamment au niveau de la réaction des gouvernants. Il y a eu, par exemple, un grand ravin au quartier Koweït, à Yopougon,
Le reportage est passé, on a véritablement présenté ce gros trou dans toute sa laideur et les problèmes que ça créait aux riverains. Le lendemain, mon téléphone a crépité, je décroche, on me dit « Ah, merci » parce que ce matin très tôt, c'est l'ONAD qui est venu nous réveiller et prendre des mesures pour pouvoir trouver une solution au problème. J'évoque aussi le problème d'Abiabou-Djibo-Kamon. C'est cela. C'est un conflit foncier qui a duré pratiquement 4 ans. Au dire des victimes. Et quand on a été appelé, on a fait un reportage, on a expliqué la situation. Le ministère de la Construction s'est saisi du dossier. Et aujourd'hui, je reçois aussi des coups de fil pour dire oui, grâce à NCI, grâce à vos reportages, ce qu'on n'a pas pu faire en 4 ans, on le fait au pas de charge en quelques mois. C'est cela. Donc, en ce moment, il y a une bonne issue, toutes les parties sont contentes et voilà. Très bien. Donc oui, on a été proche des populations, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur, on est bien accueillis partout. Voilà. On va aller au-delà. On fera mieux. On va aller au-delà. Pour terminer, monsieur le directeur général, monsieur le directeur des programmes, la place du digital dans le positionnement de NCI. Alors ça, c'est une question très intéressante. Je pense que je laisserai donc la parole à Cheikh pour exprimer un peu mieux ce que nous avons prévu dans ce domaine-là. Juste une précision, un chiffre clé qui va peut-être ravir tout le monde. En 12 mois, la page Facebook de NCI compte plus de 700 000 abonnés. Aucune chaîne de télé ne l'a fait. En 12 mois. C'est déjà un indicateur de ce que les réseaux sociaux représentent une part importante dans la stratégie globale de la chaîne. Oui, il y a un site internet qui est en confection et en conception. Non, la conception est déjà faite, c'est la confection et tout. Et la mise en ligne. Et la mise en ligne. Ça tarde un peu, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. On a attendu 50 ans pour avoir la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, donc quelques mois, ça ferait pas de mal. Oui, donc c'est un pan important. On a tout un service qui est dédié donc à ces aspects-là. Et oui, les choses vont se mettre en place assez progressivement. Mais déjà, on est constamment présent. C'est peut-être la chaîne de télé qui fait le plus de flux en diffusion directe sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Par contre, oui, je vais profiter, puisque c'est la dernière question, pour rendre un vibrant hommage. Est-ce qu'il y a une télé d'ici spéciale pour l'anniversaire? Oui, qui s'est faite vendredi. Ah oui, déjà, il y a eu d'accord. une émission spéciale qui était plutôt sympathique, avec coupure de gâteau et tout. C'est plutôt sympathique. On a contenté d'ailleurs 2 téléspectateurs qui étaient en public avec nous. Très bien. Et on va aussi en contenter 2 autres, mais 2 familles la semaine à venir. Donc on ira vers nos téléspectateurs. Juste préciser une chose. Je parlais de vibrant Thomas, ça fait un peu politique, désolé messieurs. Non, mais je voulais saluer le travail quotidien de tous les techniciens, de toutes les équipes techniques, de toutes les équipes de production, de toutes les équipes éditoriales. On n'a pas idée, mais dans le dos d'Ali Garasouba, c'est une vingtaine de personnes. Absolument. En plateau, c'est une dizaine de personnes qu'on ne voit pas. C'est des gens qui sont passionnés, qui ont cru en cette aventure. Et moi, chaque jour que Dieu fait, je leur rends cet hommage-là. C'est vrai que c'est difficile de tenir la barre à ce niveau-là, mais bon, il ne faut pas manquer de le faire. Absolument. Ange Guéhi, merci beaucoup. Cheikh Ivan, merci beaucoup. Pierre Dipomele, merci. Merci à vous, nos inconditionnels, Alafi Wakili, Aristide Nkenda, Antoine Assaletier Moko. Merci à toute l'équipe, à tous les techniciens qui sont dans ce studio. Mohamed Sangaré, Mariam Sissé, Rebecca Kofi, Evrard Sanfo, à la réalisation François Ossoou, Juliana Kofi. Merci à toutes les équipes. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.